Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin des opérations de vote dans le cadre des législatives en Côte d'Ivoire. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 6 mars pour renouveler les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Une journée de vote marquée notamment par quelques dysfonctionnements dans certains centres de vote à Abidjan. Le Gabon pleinement engagé dans la diversification de son économie. Le pays pourrait bénéficier d'un nouvel appui financier du FMI. Objectif affiché, favoriser la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation 2021-2023. Et puis la victoire du Britannique Mohamed Farah lors de la première édition du semi-marathon de Djibouti. La compétition s'est tenue ce 5 mars dans la capitale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mobilisation des partisans d'Ousmane Sonko au Sénégal, mais aussi au-delà des frontières. À Paris, place de la République, ils étaient plusieurs centaines de personnes à brandir le drapeau du Sénégal et à chanter l'hymne national en signe de soutien à l'opposant. Même signe de solidarité dans les rues de New York où une marche pacifique était organisée. Ousmane Sonko, toujours en garde à vue, a été arrêté le 3 mars pour trouble à l'ordre public et est entendu pour des accusations de viol et de menaces de mort. Ces accusations déposées à son encontre par une jeune salariée d'un salon de massage à Dakar sont fermement réfutées par le député qui dénonce un complot politique, une affaire qui a déclenché de vives tensions dans le pays. En l'espace de 3 jours, les affrontements ont fait au moins 4 morts selon le gouvernement. L'actualité, c'est aussi cette attaque meurtrière en Somalie. À Mogadiscio, l'explosion d'un véhicule a causé la mort d'au moins 10 personnes ce 5 mars. Un bilan provisoire fourni par le porte-parole de la police, Sadiq Duduche, et auquel s'ajoutent 30 blessés. Mais ce bilan pourrait s'avérer plus important. Le directeur d'un service d'ambulance, Abdikadir Abdirahman, affirme de son côté que ses équipes déployées sur le terrain ont confirmé la mort de 20 personnes. Cette attaque, qui visait un restaurant populaire de la capitale, a été revendiquée par les Chebabs, les islamistes somaliens liés à Al-Qaïda qui continuent de contrôler de vastes zones rurales du pays. La Côte d'Ivoire a organisé ce 6 mars ses élections législatives. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 255 députés de la Chambre basse du Parlement. Un scrutin aux enjeux importants et qui intervient plus de 4 mois après la tenue de l'élection présidentielle. Retour sur cette journée de vote avec notre correspondant Oliva Jacotan qui était dans la commune du Plateau à Abidjan. En Côte d'Ivoire, 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 6 mars 2021 pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Dans la commune du Plateau, quartier administratif, quelques 66 000 électeurs devaient départager 6 listes en compétition pour un poste de député à pourvoir. Ici, dans ce centre de vote, la mobilisation des électeurs a été effective. Je suis venu voter pour le meilleur candidat du Plateau. C'est lui qui peut nous arranger. C'est lui qui va faire que notre mari va travailler toujours pour de bon. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai voté. Depuis 90, c'est voté. Donc, moi, quand je vote comme ça, je suis content. Et le lendemain, je suis fier de dire à mes amis que je suis content. À cause de ça, il y a l'encre dans ma main et puis il y a ma carte qui est là. Donc, c'est comme ça. Il faut voter en tant que citoyen. Pour qu'on ait la paix à Côte d'Ivoire. Je suis venu voter normalement. Il faut que tout le monde vote normalement aussi. Il y a longtemps, nous attendons ce scrutin pour que nous puissions choisir nos candidats, un candidat qui est sincère dans ce pays, de vraies personnes pour diriger notre pays, la Côte d'Ivoire. Retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, dysfonctionnement des tablettes numériques, manque de stickers et quelques échauffourées entre les électeurs sont des dysfonctionnements observés dans certains centres de vote à Abidjan. Les différentes difficultés, c'est les difficultés de départ et ça va de façon générale, ça va aller de façon crescendo dans la résolution. Ce 13e scrutin législatif reste l'un des plus ouverts en Côte d'Ivoire car toutes les grandes forces politiques sont en compétition. Pour rappel, les dernières législatives se sont déroulées en 2016 avec un taux de participation de 34,11%.
Les réactions fusent après l'arrestation de Rekia Madougou au Bénin. L'opposante a été placée en détention provisoire ce 5 mars à la prison de Missérété. Plus tôt dans la journée, elle était auditionnée pour la seconde fois par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un de ses avocats, maître Victorien Fadé, dénonce, je cite, un procès politique. Pour rappel, la candidate des démocrates recalée à la présidentielle du 11 avril prochain a été interpellée ce 3 mars. Dans une déclaration publiée le jour suivant, le procureur spécial de la Criette, Mario Métonou, explique que Rekia Madougou a été gravement mise en cause dans une enquête ouverte le 26 février dernier. Il révèle en effet que l'opposante et certains membres de sa formation politique entendaient, je cite, perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Le Gabon pourrait bénéficier d'un nouvel appui financier de la part du Fonds monétaire international. L'information a été divulguée par Marcos Poplawski Ribeiro, le représentant résident du FMI au Gabon. L'enjeu de ce potentiel investissement, favoriser la diversification de l'économie avec la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation 2021-2023. Samantha Sabirou-Sabobanga. Dans l'optique d'accélérer la transformation économique, le Gabon envisage un nouveau programme avec le Fonds monétaire international FMI. Le gouvernement gabonais pourrait retourner au FMI dans les jours à venir. L'annonce a été faite par le représentant du FMI au Gabon à l'issue d'une audience avec le Premier ministre Rose Christiane Oussoukara-Ponda ce 2 mars 2021. L'allègement de la dette était également au cœur des échanges. D'après le gouvernement, ce futur engagement envers Bretton Woods devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des populations alors que le Gabon traverse une conjoncture difficile renforcée par la crise sanitaire liée au coronavirus qui a contracté l'économie avec un taux de croissance de 3,8% en 2019 contre 2% en 2020. Le problème étant que les recettes budgétaires dont disposent ces pays-là, notamment le Gabon, ne sont pas suffisantes pour soutenir les investissements permettant de garantir la transformation structurelle. Donc pour le moment, le seul pilier qui permet d'accompagner ces programmes de transformation structurelle reste l'endettement. Notons qu'en février dernier, le Gabon avait lancé un plan triennal d'accélération de la transformation 2021-2023. Ce dernier vise à accélérer la transition vers l'après-pétrole en activant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. Il est important de pouvoir gérer et anticiper le poids de cet endettement-là sur l'économie gabonaise et d'espérer que l'utilisation de ces ressources va effectivement impacter directement la capacité de transformation industrielle du pays et accroître en conséquence les recettes budgétaires qui vont amortir cette dette. Rappelons que la loi de finances 2021 du Gabon ne prévoit pas un nouveau programme avec le FMI. Néanmoins, ce pays d'Afrique centrale espère bénéficier d'un nouvel accompagnement de l'institution de Bretton Woods pour financer la relance de son économie. Le Gabon a déjà reçu du FMI une enveloppe de 167 milliards de francs CFA au titre de l'instrument de financement rapide pour lutter contre le Covid-19. Bonne nouvelle pour les acteurs de la filière maïs au Zimbabwe. Les dernières prévisions établies par le gouvernement se révèlent être positives pour 2021. Cette année, le volume de maïs produit pourrait osciller entre 2,5 et 2,8 millions de tonnes. Des perspectives de production encourageantes pour la filière qui avait été affectée ces dernières années par la sécheresse et les cyclones. Lorita Simou. Au Zimbabwe, la filière maïs pourrait rebondir à nouveau en 2021. Selon les dernières prévisions du gouvernement, la production de la céréale devrait être comprise entre 2,5 et 2,8 millions de tonnes durant la dite campagne. Selon des analystes du domaine, un tel volume représente près du triple de la récolte de 2020 qui a été estimée à 900 000 tonnes. Si les prévisions de production de maïs telles que envisagées par le gouvernement zimbabwéen cette année 2021 sont atteintes, c'est-à-dire le triple de ce que l'on a pu constater au niveau de la production annuelle, exercice 2020 de maïs au Zimbabwe. Si ces prévisions sont donc atteintes, cela peut générer facilement des conséquences heureuses. D'abord pour les producteurs, c'est-à-dire les producteurs, plus vous produisez de grandes quantités, plus également vous gagnez en revenus. On va gagner également en revenus pour ce qui est des intervenants de la filière. Une autre conséquence heureuse, ça sera celle qui bénéficiera aux industriels
Les industriels, vous savez très bien, ont besoin du maïs, soit pour faire de la provende, donc les industriels du secteur de la provanderie auront de la matière première à disposition. Ces industriels ont besoin du maïs pour faire également, pour utiliser dans le domaine de la brassicole, le domaine de la brasserie, pour fabriquer des bières. Pour expliquer cet optimisme, les autorités zimbabwéennes mettent en avant des précipitations plus fortes que la moyenne qui sont tombées dans les régions de culture et ont permis de remplir les barrages du pays qui ont souffert des épisodes de sécheresse prolongés ces 2 dernières années. Pour la campagne 2021, les producteurs devraient livrer 1,8 million de tonnes de maïs à l'Office de commercialisation des céréales du pays. Les changements climatiques constituent aujourd'hui un véritable défi pour le développement économique du pays, des pays. Donc, ce n'est plus uniquement une affaire qui concerne le secteur agricole, ça concerne le monde tout entier. De façon isolée, qu'est-ce que le Zimbabwe peut faire maintenant pour résister face au changement climatique? Donc, premièrement, créer, comme c'est le cas au Cameroun par exemple, et dans certains pays comme la France ou bien l'Algérie, créer un office national des changements climatiques. L'avantage sera qu'on va suivre l'évolution donc de ce climat-là et dire aux populations à quel moment vous devez vous livrer à la culture de telle spéculation agricole ou à la culture de telle autre spéculation agricole. Notons que du côté des observateurs, ils restent sceptiques face à cette confiance affichée car l'année dernière, le ministère de l'Agriculture avait annoncé une production exceptionnelle de 3,6 millions de tonnes et seulement le quart de cette prévision de récolte a été concrétisé. Rappelons qu'au Zimbabwe, la culture du maïs s'effectue sur plus d'1 million d'hectares. L'innovation agricole est en marche au Sénégal. Le pays va bénéficier d'un projet mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Financé par l'Union européenne, il vise selon le FAO à optimiser les capacités des acteurs des systèmes nationaux d'innovation agricole à Ménédji. Le Sénégal va bénéficier du projet dénommé « Développer les capacités dans les systèmes d'innovation agricole, appliquer et adapter le cadre de la plateforme pour l'agriculture tropicale » financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif est de renforcer les collaborations entre la recherche agricole, les institutions nationales, les organisations non gouvernementales et les interprofessions. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs des systèmes nationaux d'innovations agricoles en s'appuyant sur le cadre commun de travail développé par la plateforme d'agriculture tropicale TAP, qui est une initiative du G20 pour promouvoir l'innovation agricole sous les tropiques. Lancé à Dakar pour une durée de 2 ans, 2021 à 2023, ce projet coordonné par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal consiste à appuyer les dynamiques en cours de transformation des systèmes agricoles et alimentaires vers plus de résilience et de durabilité afin de créer un environnement plus favorable pour les innovateurs. Généralement, les projets de développement qui sont surtout financés par des partenaires des pays africains souffrent quand même d'une certaine visibilité parce que généralement les gouvernements croient comprendre qu'en balançant des chiffres, c'est peut-être la meilleure façon de convaincre les bailleurs et de leur dire qu'effectivement les financements ont été bien utilisés. Ce qu'il faut sauver la face à chaque fois. Les gouvernements font tout quand même pour être dans les bons chiffres, même si de l'autre côté les populations ne voient pas en fait ces résultats-là. Au Sénégal, la valeur ajoutée du secteur primaire atteindra 2366,7 milliards de francs CFA en 2020, une progression imputable au dynamisme du secteur agricole qui devrait passer de 1769 milliards de francs CFA en 2018 à 2112,9 milliards de francs CFA en 2020. Dans l'actualité sportive cette fois-ci, la victoire de l'athlète britannique Mohamed Farah lors de la première édition du semi-marathon de Djibouti. Il est suivi du Belge Bachir Abdi qui occupe la 2e place et du Djiboutien Moumin Bou qui figure à la 3e place du podium. La compétition baptisée Gateway Africa s'est tenue ce 5 mars dans la capitale en présence du président Ismaël Omar Guelleh. Une compétition organisée conjointement par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, encore la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le vainqueur du semi-marathon de Djibouti, Mohamed Farah. Je suis très content d'être ici à Djibouti et d'avoir gagné ce semi-marathon.
C'est très important pour les jeunes. Voyez combien de gens sont venus nous regarder aujourd'hui. Un événement comme celui-ci ne s'est jamais produit avant. Donc nous voulons continuer à aider la jeunesse. Et aujourd'hui, vous avez vu que le 3e de la course vient de Djibouti. C'est un jeune homme qui est venu et qui peut être un modèle pour les jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.